Donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet du slow jigging, donc une technique que j'apprécie tout particulièrement. Pour la petite histoire, il faut savoir que le slow jigging a été développé au Japon, comme bien entendu beaucoup de techniques que nous utilisons aujourd'hui dans nos eaux. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est la petite anecdote de comment ça a été inventé. Donc pour la petite histoire, c'est le maître qu'on appelle du slow jigging, c'est monsieur Norihiro Sato, qui était tout simplement en action de pêche sur du jigging traditionnel. Il a voulu aider un de ses amis qui voulait mettre un joli poisson au sec. Il a tout simplement mis sa canne dans le porte-canne, laissé le jig au fond, et avec les mouvements de vagues, ça a donné une certaine animation qui a fait que pendant ce mouvement, il a tapé un très beau poisson. Et voilà d'où est né le slow jigging. Et donc bien entendu, après cette mésaventure, il a développé tout ça autour du slow jigging. Donc c'est assez marrant de voir qu'une technique peut naître de cette manière-là. Donc nous allons voir plusieurs choses. Je vais essayer d'être assez bref et plutôt global, parce que si je commence à rentrer dans des détails, on ne va pas s'en sortir, pour essayer de respecter un format assez court. Donc qu'est-ce que c'est le slow jigging? Le slow jigging est une technique de jig à la verticale, mais qui est une technique de jig lente, d'où slow jigging. On a l'habitude de voir depuis tout le temps des techniques de jig qu'on appelle speed jigging, avec des cannes assez lourdes, assez puissantes. Là, ça va être tout le contraire. Ça va être des cannes qui vont être très souples, très légères, avec un ensemble assez léger, et avec une animation assez lente. Mais pas seulement, parce qu'il va y avoir différentes variantes que je vais essayer de vous expliquer à travers cette petite vidéo. Donc je vais essentiellement parler de la partie slow jigging en Méditerranée. Qu'est-ce qui est important de savoir sur le slow jigging? Donc c'est une technique qui se pratique à la verticale, sur des postes bien particuliers. Moi je prospecte essentiellement tout ce qui est tête de roche, tambon, faille, mais également tout ce qui est plateau coralligène quand il y a de l'activité. On va dire qu'il y a deux couches d'eau intéressantes à prospecter au jig, qui sont les 15-20 premiers mètres à partir du fond, où là on va pouvoir toucher des poissons du style dentille, pagre, pageot, mérou, chapon. Mais également sur la couche au-dessus, on va pouvoir toucher tout ce qui est espèces pélagiques, donc entre guillemets chez nous pélamide, tout ce qui touche au tonidé, à la céréole. Deux techniques qui se distinguent dans le slow jigging. Vous avez le slow jigging normal, entre guillemets, et vous avez également le deep jigging, qui est du jig profond, où là on va dépasser les 200-250 mètres et on va aller chercher d'autres espèces. Donc d'autres espèces comme par exemple le sabre, la dorade rose, mais également récemment il m'est arrivé de faire des castagnols. On peut aussi toucher du cernier et d'autres espèces bien entendu. Mais il y a une manière bien particulière de l'utiliser, et c'est pas souvent facile de s'approprier cette technique. Alors moi j'utilise deux cannes actuellement, une canne beaucoup plus légère et une autre beaucoup plus puissante. J'ai une canne qui fait en moyenne de 60 à 120 grammes, et une canne qui fait de 120 à 250 grammes. Alors pourquoi? Tout simplement pour prospecter des profondeurs différentes, parce que vous verrez très vite qu'il va falloir s'adapter aux conditions qu'on rencontrera, mais également à la profondeur qu'on pêche. En règle générale, les grammages que j'utilise vont de 80 grammes à 300, voire beaucoup plus. Je pêche en général entre 50 et au-delà de 300 mètres. Donc c'est ce qui en fait vraiment toute la particularité de cette technique, c'est qu'elle est assez vaste en termes d'approche, en termes d'espèces visées, en termes de postes prospectés.
mais elle est aussi très vaste en termes de technique, d'animation, de leurres différents, de formes différentes. Et donc c'est un peu tout ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc nous allons aborder la partie des jigs et des formes de jigs. Donc pour ma part, principalement, j'utilise des jigs de la marque Xesta. Pour la simple et bonne raison, c'est que ils ont une gamme très étoffée là-dedans et très intéressante pour les jiggers. Donc on va retrouver des jigs avec ce profil-là. Donc là, pour le coup, on a ici un Nitro Jig en 100 grammes par exemple. Celui-ci en 100 grammes aussi également, là c'est un Afterburner. Donc à la base, ces deux jigs là, enfin ces deux formes là sont des casting jigs, mais ont été étudiés pour la pêche en verticale, en bateau. Ce sont des formes que je vais utiliser la plupart du temps sur des animations rapides. Donc des animations rapides, pourquoi? Parce que quand il y a de l'activité au sondeur par exemple, où on voit qu'il y a du pélagique qui tape dans des boules, ce sont des jigs sur lesquels je vais animer assez rapidement, pour bien entendu déclencher les attaques. Ensuite, on va retrouver des formes beaucoup plus typées slow, comme ici, où on va retrouver donc ceux-là, ce sont les Sleepy. Hop, là, bien entendu, on a une forme bien particulière, donc une forme bombée d'un côté et très plate de l'autre, hein, ce qui va vraiment lui donner cette animation en feuille morte au niveau de la descente. Il y a un jig en particulier que beaucoup de jiggers connaissent autour de moi et qui bien entendu est pour moi le numéro 1 aujourd'hui. Ça reste le flap, donc le flap de chez Xesta, donc qui est comme ça. Donc on va retrouver une partie bombée, d'accord, d'une face, et une partie beaucoup plus plate de l'autre. Donc tous les slow jigs entre guillemets auront à peu près ces formes-là. Donc toujours une partie bombée et une partie plate, avec bien entendu une répartition du poids complètement différente par rapport aux animations qu'on va vouloir lui donner. Donc voilà le flap qui se distingue en plusieurs coloris, plusieurs grammages, bien entendu. Ensuite, on va avoir des jigs comme ceci, où là, on va avoir vraiment des faces plates des deux côtés. Où là, on va avoir une grosse animation, enfin une grosse action papillonnant, en feuille morte à la descente. Et après, on va utiliser aussi ce genre de lame. Quand je descends dans plus de 200 mètres ou 300 mètres, là, c'est ce genre de jig que j'utilise. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont la particularité de descendre assez vite et de percer les couches d'eau, et donc d'atteindre des profondeurs assez conséquentes plus rapidement. Ce qui n'est pas à négliger dans les choix des coloris, c'est les contrastes de couleurs, donc comme celui-ci. Mais le contraste des couleurs est très important, mais également les coloris phosphorescentes aussi. Vu qu'on pêche dans des profondeurs assez grandes, on sait tous qu'à partir de 50 mètres de profondeur, la lumière n'entre plus vraiment. Du coup, on va beaucoup se fier à la phosphorescence. Les coloris phospho sont très importantes à avoir également dans sa boîte. Donc voilà pour la partie jig et forme. Donc on va aborder maintenant le sujet des animations. Alors bien entendu, il en existe plein, mais j'en utilise essentiellement 3, qui est d'ailleurs généralement le plus utilisé et qui sont les plus récurrentes. Donc on a le slow pitch, on a le high pitch et le long fall. Donc que je vais vous montrer en même temps dans cette vidéo avec le moulinet. Bon, je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais c'est pas évident. Donc on va faire avec. Dans un premier temps, l'animation la plus simple et qui est le plus fréquemment utilisée, c'est le slow pitch. Donc le slow pitch, qu'est-ce que c'est? Des
petite tirée de 15 à 20 cm, très très lente. C'est un coup de sion tous les 1 à 2 secondes et une récupération au moulinet de 1/8, un quart, voire un demi-tour de manivelle. Donc tout simplement comme ceci. 1/8. Ok. Un quart. Ou soit un demi. Voilà, ça c'est l'animation la plus récurrente. Ensuite, on a le high pitch. Alors le high pitch, je l'utilise d'une manière complètement différente de ce qu'il utilise au Japon. Je vais vous faire les deux variantes. Pour moi, le high pitch, c'est vraiment c'est une grande tirée sec, quelque chose de beaucoup plus sec, de beaucoup plus puissant, ce qui va permettre à votre jig de vraiment faire des gros écarts. Voilà, donc au moulinet, ça va donner quasiment un tour de manivelle, voire 2 tours de manivelle, suivant la grandeur de l'animation que vous faites. Voilà. Mais au Japon, ils ont une manière d'utiliser qui est très intéressante, que j'utilise aussi. Eux, en fait, c'est la combinaison de deux animations, qui est le slow pitch et le long fall, que je vais vous montrer juste après. C'est-à-dire que ils vont partir avec la canne basse et ils vont faire un pitch, 2 pitch, 3 pitch, 4 pitch, 5 pitch, 6 pitch. Voilà, après on peut mettre autant de coups de sion qu'on veut dans cette animation-là. Donc c'est aussi une animation qui est très intéressante. Et ensuite on a le long fall. La canne est rabattue violemment à la verticale pour qu'il y ait une réelle tension jusqu'en haut. Et qu'une fois qu'on va relâcher la tension, votre jig va se remettre vraiment. Donc ça va faire comme ça. Et vu qu'il n'y a plus de tension, votre jig va se remettre directement à l'horizontale et va pouvoir descendre en feuille morte. Ce qui est important, et ce que je n'ai pas dit sur l'action des jigs, c'est que tous les slow jigs, entre guillemets, auront la même animation à la montée par rapport à l'action que vous allez leur donner. Mais par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont tous avoir une action différente à la descente. Pourquoi? Parce que majoritairement, le slow jigging est une technique où les attaques vont se passer le plus souvent à la descente. D'où le fait qu'on ait des animations à la montée qui soient quasiment identiques, je dis bien quasiment, hein, et que contrairement à ça, on a des actions qui sont complètement différentes à la descente. Vous avez des jigs qui vont papillonner en feuille morte comme ça, vous avez des jigs qui vont faire la même chose, mais qui vont papillonner en même temps, vous avez des jigs qui vont faire seulement des choses vraiment très erratiques comme ça. Donc voilà, c'est très important de voir avant d'utiliser un jig, de comment il se comporte à la montée comme à la descente, pour pouvoir après l'utiliser de bonne manière, que ce soit à la montée comme à la descente. Voilà, et de pouvoir après retranscrire cette animation là sur la canne. Ensuite, je vais aborder la partie assist, donc assist hook, hameçon. Pour ma part, j'utilise la marque BKK, donc qui est une marque que j'ai connue il y a à peu près 2 ans de ça, et qui m'étonne de plus en plus. Alors pourquoi? Parce qu'on a vraiment du matériel déjà de qualité, des fabrications bien particulières, des affûtages bien particuliers, et on a une gamme et un catalogue qui est juste hallucinant par rapport à ce qu'on souhaite faire. On a tellement de choix qu'au final on ne sait plus vraiment vers quoi se diriger. Donc c'est ce qui est marrant. Si j'en ai un à conseiller en slow jigging, c'est celui-ci, donc le GAFR. Ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'on va avoir, comme ici sur ce jig là, on va avoir très grande ouverture d'hameçon. On arrive à avoir moins de décrochés avec des hameçons avec une ouverture beaucoup plus grande, mais pas que, parce qu'aujourd'hui BKK travaille également sur l'affûtage de ces hameçons, et
et leur piquant qui est vraiment extrême, je dirais. Donc très attention quand vous les avez en main. Donc c'est ce qui en fait vraiment un gros atout dans sa boîte. Et bien entendu, on va les distinguer sur plusieurs assists avec des particularités complètement différentes. Donc là, je vous ai montré le GA-FR. On a également le light jigging, qui est très bien, comme monté sur celui-ci. Où là, à la différence de l'autre, donc on va avoir une ouverture un peu moins large. Mais on va avoir par contre une pointe rentrante. Le poisson va se ferrer tout seul. Voilà. Et en plus de ça, on va ici retrouver des ligatures phosphorescentes. Donc, encore une fois, je reviens avec ce que je disais avant. Le phospho est très important. Donc on va l'avoir en petite taille, en grande taille, dans des tailles différents qu'on va adapter au poids et à la longueur de son jig. On va également retrouver, donc celui-ci je l'aime bien sur des petits jigs, les Lone Fighter, où là on va retrouver un assist bien particulier avec des poils. Mais il y en a beaucoup dans la gamme, il y en a énormément. Il y a celui-ci aussi qui est très intéressant, alors là je vous l'ai pris dans une grosse taille pour que vous puissiez bien le voir. Donc là on est sur le SF, pareil, point 30-30, aiguisé à la main, enfin du moins affûté à la main, pardon. On va également retrouver une ligature phosphorescente, des poils phospho. Et ce qui est intéressant sur celui-ci, moi celui-ci je l'utilise énormément en grande profondeur, pour une simple raison, c'est qu'à un moment donné, on a un jig, certes, mais il faut savoir aussi que l'assist peut pêcher. Je m'explique, quand je suis en grande profondeur, que je vais rechercher par exemple le sabre, on sait tous qu'au-delà de 300 mètres, les poissons en grande profondeur ont un métabolisme assez lent. Donc je vais bien entendu adapter mon animation à l'espèce que je vais cibler. Et par exemple, ce jig là m'intéresse énormément quand je pêche lentement, également quand je fais des arrêts. Pourquoi je fais des arrêts? Parce que automatiquement quand je vais arrêter mon jig, alors quand je dis des arrêts, c'est des arrêts de 5 secondes, 10 secondes, mais c'est déjà énorme. Quand je vais arrêter mon jig, eh ben, c'est plus le jig qui va pêcher, c'est essentiellement l'assist. Et vous verrez en même temps que je vous le montre, l'action que peut avoir l'assist une fois à l'arrêt, avec le courant. C'est super bluffant de voir ça. Donc on me demande souvent également comment monter son jig sur le bas de ligne. Est-ce qu'on met des agrafes? Est-ce qu'on met des anneaux brisés? Donc il y a plein de choses qui existent. Moi je vais vous montrer celle que je fais, tout simplement. Donc ce qui est important, c'est de dissocier ces assists du bas de ligne. Donc c'est-à-dire que moi je vais utiliser donc un émerillon rolling plus un anneau brisé, donc qui lui sera directement relié à mon fluorocarbone. Donc pourquoi un émerillon rolling? Tout simplement, que je vais vous montrer, tout simplement pour ça. C'est-à-dire que si on ne met pas de rolling, on va automatiquement changer l'action du jig. Donc ce qui est important avec le rolling, c'est que le jig est complètement libre de faire l'action qu'on lui a donné de faire. Et ensuite, on va venir donc mettre ses assists, pareil, alors avec un anneau brisé et des anneaux soudés. Alors parfois les anneaux soudés sont vendus avec les assist hook, parfois ils ne le sont pas. Donc c'est toujours du petit matériel à avoir dans sa boîte, des anneaux brisés, des anneaux soudés et des rollings. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des tresses. Donc, parce que bien entendu, un bon ensemble, c'est un bon équilibrage de tous les éléments qui le composent, et en particulier la tresse également.
là, dès qu'on va sortir de ce confinement, j'aurai la grande surprise de pouvoir utiliser cette tresse-là, qui est donc de chez Sunline, la PE Jigger, qui est une tresse étudiée et fabriquée pour le jigging. La particularité de cette tresse, ça va être un nouveau revêtement et un nouveau tressage, c'est-à-dire c'est la technique du SSP, Smooth Surface Processing. En gros, c'est une méthode de fabrication où on va lui donner le profil le plus rond possible pour une tresse et également améliorer énormément sa glisse, alors que ce soit dans les anneaux de la canne ou dans l'eau, ce qui va grandement améliorer en fait le comportement de votre jig. En pêche verticale, on va grandement améliorer notre dérive, c'est-à-dire qu'on va faire des dérives beaucoup plus longues parce qu'on va avoir une tresse de meilleure qualité qui va fendre les couches d'eau et donc qui va moins s'emporter dans le courant et dans la dérive. Alors je dis pas qu'on va tout le temps rester à la verticale, hein, et donc il va falloir quand même se replacer et repasser dessus, mais déjà si on gagne ne serait-ce que 30, 40, 50 mètres de dérive avec ce genre de tresse, c'est déjà énorme. Et bien entendu, j'utilise également la Siglon en 8 brins de chez Sunline, mais je vous avoue que j'ai très hâte d'essayer celle-ci. Parce que rien qu'au remplissage du moulinet, j'ai vraiment vu une très très grosse différence déjà au niveau de la glisse. Et donc j'imagine ça en action de pêche. Je pense avoir de sacrées surprises avec cette tresse-là. Voilà, ce petit tuto est terminé. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si vous avez des questions à me poser. J'essaierai de vous y répondre très rapidement. Merci pour le visionnage de ce tutoriel. Et je vous dis à très bientôt, soit sur ma chaîne, soit en mer, soit au bord d'eux. Voilà. Allez, salut, bye bye. Yeehaw! Wow!